Bonjour à tous. On va débuter cette table ronde, qui est la première d'une série de 4 qui s'étale sur 2 jours. Table ronde qui sont à l'initiative de France Photo Book et des Rencontres d'Arles, et on est accueilli par le NSP. Voilà. Alors aujourd'hui, la table ronde s'intitule Le regard sur le vivant. On va voir comment la photographie s'intéresse au vivant. Comment elle le questionne et comment peut-être elle le dépasse. La photographie ne peut pas ignorer ce qui agite les sociétés humaines. Bien évidemment, il y a la photographie documentaire qui est la première concernée, mais on ne peut pas se limiter à ce propos de la photographie documentaire, puisque notre époque est marquée par des crises de plus en plus graves, de plus en plus fortes, qu'elles soient climatiques, migratoires, enfin toutes ces choses-là. Et puis, on ne peut pas faire abstraction non plus de tous les dégâts causés par les êtres humains à la planète. Bien entendu, en photographie, la prise de conscience écologique, elle ne date pas de ces 15 ou 20 dernières années. Il y a des propos beaucoup plus anciens. On peut citer William Henry Jackson, dont le travail photographique a posé les bases qui ont servi à la création du parc de Yellowstone aux États-Unis en 1872, où on peut penser aussi aux travaux de Robert Adams et son New West dans les années 74, où il s'intéressait à l'étalement urbain et à l'impact de cet étalement urbain sur ce qu'on va appeler le vivant. Beaucoup plus récemment, on a des ouvrages qui sont parus. Il y a La marche de l'océan aux éditions d'une rive à l'autre. Pardon. Donc le photographe, c'est Felipe Fittipaldi, et il y a un texte scientifique de Marie-Hélène Ruiz cet ouvrage évoque la destruction d'une ville brésilienne qui est rongée peu à peu par la montée des eaux océaniques. On peut aussi penser au livre Paradise. C'est un travail de Maxime Richet paru chez André Frère, qui évoque les conséquences des méga-feux qui ont traversé les États-Unis. Et puis on peut aussi penser aux ouvrages plus scientifiques, notamment à celui de Daniel Méo, qui est universitaire et qui a écrit Photographie et Anthropocène. C'est paru chez Filigrane. Alors, c'est un aperçu très bref de ce qui se fait dans la production éditoriale actuelle. C'est un sujet qui est très très présent et dont on va discuter avec nos invités. Alors je vais vous les présenter. Je vais commencer par Mathieu Gafsou. Mathieu, parce qu'il partira avant la fin. Mathieu Gafsou, vous êtes suisse, vous vivez et travaillez à Lausanne. En 2009, vous avez reçu le prix de la fondation HSBC pour la photographie. En 2018, vous avez monté l'exposition H+, qui a été présentée ici à Arles et qui a ensuite fait le tour du monde. Et en 2022, vous avez mené le projet Vivant, qui a été présenté in extenso au musée de Pully ainsi qu'à Paris Photo, où vous avez obtenu le prix de la Maison Ruinart. C'est ça. Ensuite, nous avons Lynn Bomer-Loken et sa traductrice, qui vient de nous présenter 2 travaux. Alors Lynn Bomer vit et travaille à Oslo. Elle est diplômée de l'Université de cinéma et de photographie de Göteborg. Elle travaille principalement avec la photographie et s'intéresse à différentes thématiques, et notamment à la thématique de comment nous interagissons, vivons avec les lieux, à travers l'architecture, les personnages. Elle se concentre sur une approche beaucoup plus phénoménologique de la photographie, en explorant les aspects de la vision. Elle a exposé dans différents endroits en Europe, en Norvège, mais aussi en Allemagne. Et elle est aussi la fondatrice des éditions Multipresse. Ensuite, nous avons Sandrine Knud, qui viendra nous parler de son ouvrage Dans la gueule du ciel, paru aux éditions Leitmotiv. Donc Sandrine, elle est poétesse ambulante, ça a son importance, photographe, elle a exercé d'autres métiers, et depuis 2006, elle voyage à travers le monde. Alors l'Écosse, les Pays-Bas, la Norvège, le Groenland, la Corrèze, la Lozère, les Pyrénées. Elle dort en haut des montagnes en hiver, enfin elle fait plein de choses. Les hautes latitudes l'attirent, et chaque départ est motivé par un questionnement en rapport avec le lieu, le sauvage. Et par ailleurs, Sandrine a fondé en février 2020, la micro-revue de poésie et de photographie, la revue Vinaigrette, qui est un tout petit objet très délicat et magnifique, qui est tiré à 200 exemplaires. Et enfin, Véronique Prugnot, qui vient parler de l'ouvrage Les Particules. Alors, Véronique Prugnot est éditrice, elle a fondé avec Vincent Marcilassi les éditions The Eye. Et donc elle parlera des Particules, qui est un ouvrage avec des photographies de Manon Langouer. Donc la ligne éditoriale de The Eye, ce sont des publications engagées, des dialogues artistiques, de la photographie contemporaine, des objets singuliers.
The Eyes est présent dans beaucoup de foires, beaucoup de festivals, et à Arles notamment, vous animez les Artistes Talk. Voilà en gros nos invités, et on va commencer. Mathieu, comment tu définirais le vivant? C'est quoi le vivant? Et la question s'adresse aussi à mes autres invités. Alors je vais mal commencer puisque je vais peut-être botter en touche directement. On est là pour parler de ce travail qui, avant de s'appeler Vivant, s'appelait Solastalgie. Parce que souvent, la stratégie que j'emprunte quand je fais mes projets artistiques, c'est que je me nourris de mon anxiété et de mes angoisses comme point de départ pour les travaux. Et puis en travaillant sur ce projet pendant plusieurs années, je me suis aperçu que de partir d'une définition négative pour parler de ces questions d'écologie qui m'animent beaucoup, était peut-être pas une bonne solution. Et donc j'en suis arrivé au titre de Vivant, parce qu'au fil de mes lectures et de mes photographies, j'ai été très touché par cette réflexion qui contredit, qui essaye de remettre en question cette pyramide qu'on a fabriquée, où on met l'humain tout en haut de l'échelle du vivant, l'autorisant implicitement à détruire les autres formes de vivants qui sont autour de lui pour s'en servir. Évidemment, on sait bien que tout cela n'est pas extrêmement bien pour notre futur. Et donc, c'est plutôt cette idée du vivant comme un maillage auquel on appartient, comme une partie du maillage et non plus comme le sommet de la pyramide. Et c'est ça qui m'intéressait. Aussi cette façon dont on s'est déconnecté des autres formes de vivants autour de nous, alors qu'elles sont juste à côté de nous. Cette capacité à revoir les milieux qui nous entourent. Donc, c'est important pour moi d'utiliser ce mot vivant, plutôt que le mot nature, par exemple, qui est très problématique. On oppose toujours nature et culture dans une dialectique qui me semble problématique et gênante aussi. Et puis, vivant, c'est aussi positif, parce que vivant, c'est quelque chose de beau. Toi, c'est quoi les vivants? Ta définition des vivants? Pour moi, le vivant va. Il y a une dynamique, il y a quelque chose de cyclique. Pour moi, le vivant, c'est le mouvement. Alors, je l'aborde peut-être d'une manière organique, là. Le vivant, c'est nous, les humains, accompagnés de tout ce qui est non humain. Et ça peut prendre des dimensions biologiques, mais aussi la pensée est vivante, les histoires sont vivantes. Et moi, ce qui m'a animée dans ce projet-là, dans la gueule du ciel, c'est montrer un monde en train de disparaître, qui a déjà complètement été transformé par l'arrivée des colons danois sur la côte orientale du Groenland, en 1884, c'est très récent. Et comment moi, je peux m'approprier, je parle sciemment du terme approprié, on pourra peut-être en parler, de cette culture en racontant une histoire et comment ça me traverse. Et pour moi, c'est les mots. C'est les mots qui vont me permettre de mettre du corps, de la chair sur ce que j'ai mis à distance, qui est très minéral, où l'humain est minuscule. On n'a pas le son dans le livre, mais je pense qu'on entend les choses. Lynn, le vivant. Comment vous définiriez le vivant? Thank you. Alors, c'est une énorme question qui est presque impossible à définir, à cerner. Mais si je devais donner une définition très simple, le vivant, c'est tout ce qui n'est pas mort. Et plus particulièrement, c'est tout ce qui m'apparaît à moi, qui peut appartenir au monde physique, mais qui peut être aussi quelque chose d'abstrait. Et tout ce qui apparaît et tout ce qui apparaît à mon esprit, et tout ce qui m'affecte et me touche. Évidemment, cette définition, elle me place moi au centre de cette perspective, mais vraiment, je considère comme le vivant tout ce qui est autour de moi et tout ce dont nous devons prendre soin, et qu'on traite comme si c'était des choses précieuses et qu'on traite comme si c'était des amis. Et ça peut couvrir toutes sortes de choses, ça peut être des objets, ça peut être des textiles, ça peut être des pierres, des animaux, des plantes, etc. Je pense que la question, c'est d'arriver à penser comme une montagne et de penser comme le vivant. Donc, Véronique, quelle est ta définition du vivant? Et puis, tu as choisi d'éditer le livre de Manon Langouer. Dans ce livre, Les particules, il y a un sous-titre qui est très évocateur, Le conte humain d'une eau qui meurt. Alors, comment tout ça est né? Donc, ta définition du vivant et comment est né ce travail avec Manon Langouer? Alors, bon, je sais bien, j'arrive à la fin, donc je pense que tout a été à peu près dit. Pour moi, le vivant, voilà, c'est la vie, ça prolonge un peu ce que dit Lynn. C'est tout ce qui distingue la vie de la matière inerte. Et dans le cas des particules réalisées par Manon Langouer, on parle du plancton. Le plancton, c'est un organisme vivant
qui dérivent dans les eaux marines et salées et qui jouent un rôle fondamental dans l'écosystème aquatique, mais aussi pour la vie sur Terre. Il faut savoir que 90% de l'oxygène sur Terre est produite par les planctons. C'est vraiment le poumon de la Terre. C'est toutes les forêts réunies. Donc ça, c'est un exemple de vivre. Alors comment pour répondre à la suite de ta question alors c'est vrai que moi j'ai une position un peu spéciale, je ne suis pas l'artiste, je suis l'éditrice, donc c'est pas forcément, je suis pas, c'est pas mes sujets. Manon, c'est une artiste, on en parlera plus tard sur le militantisme, mais Manon, aujourd'hui, elle se définit comme une artiste militante sur ces questions de pollution plastique dans l'océan. Peut-être tu peux expliquer le projet de Manon ? Alors rapidement, oui. Voilà, le projet de Manon, donc le plancton. Je viens de vous définir le plancton. Depuis toute petite, Manon est obsédée par le plastique et par ces questions de pollution. Très petite, ses parents l'ont vraiment concernée sur l'alimentation, sur les saisons, voilà. Donc elle a tout de suite, c'est quelqu'un qui a toujours été imprégné en tout cas de ces questions-là. Et avec ce projet est né grâce en fait à la résidence Tara, qui est une géolette qui fait des expéditions scientifiques et qui invite des artistes à bord du bateau pour faire des travaux scientifiques, avec les scientifiques. Et dans ce cadre-là, elle a pu étudier les microparticules plastiques qu'on retrouve dans les océans ou sur les fonds de mer et qui se déposent sur ces planctons. Je suis Manon Langouer, je suis artiste visuelle de 28 ans. Je travaille majoritairement avec la photographie, l'installation et un peu la sculpture. Et je suis actuellement en résidence à bord du Tara au large du Brésil pour la mission Microbiome. Alors j'ai découvert le projet Tara il y a quelques années déjà. Cette année, j'ai décidé de postuler et de proposer un projet qui va s'intituler Les particules, le conte humain d'une eau qui meurt. Et c'est un projet sur la pollution plastique des océans. Les premières idées à bord, ce serait de reconstruire des monts sous-marins, puisque là on s'apprête à se retrouver au-dessus de monts sous-marins, et donc de travailler cet imaginaire-là. Et j'ai déjà fait quelques photos en avion sur le trajet pour arriver à Salvador, et donc l'idée serait de les traiter en cyanotype pour avoir un rendu vraiment bleu, couleur océan, et ça serait la potentielle vision qu'on aurait de ces montagnes vues depuis la surface de l'eau. Donc là on va faire du cyanotype. J'ai préparé mes feuilles qui ont déjà été sensibilisées. Et ensuite, on fait un soleil avec un négatif au soleil. Donc maintenant, on attend de voir si ça marche. La feuille devrait commencer à devenir bleue. Voilà, puisque c'est un procédé cyanotype, comme son nom l'indique, qui donne une photo monochrome de couleur cyan. En fait, je me questionne beaucoup sur la manière dont la société évolue et comment notre quotidien a un impact sur la nature qui nous entoure. Donc en fait, tous les projets que je fais, c'est toujours des faits de société que j'ai rencontrés ou sur lesquels j'ai lu et sur lesquels j'ai envie d'avertir le public peut-être de manière un peu plus didactique et plus facile d'accès, entre guillemets. Ces planctons, il y a plusieurs sortes de planctons, en gros il y en a 4, et elle s'est vraiment focalisée sur les zooplanctons et les phytoplanctons. Ce sont les phytoplanctons qui sont les végétaux qui vont créer la photosynthèse pour produire de l'oxygène. Et les zooplanctons vont s'alimenter, vont manger les petits phytoplanctons, qui vont eux-mêmes, les zooplanctons, être mangés par un petit poisson, qui lui-même va être mangé par un gros poisson que nous allons manger. Et donc on se retrouve avec ces petites particules microscopiques dans nos propres organismes. C'est l'histoire de ce conte humain qui quelque part un conte. Elle a utilisé en fait la métaphore du conte, de la poésie, de l'esthétisme,
pour parler de ce drame, de cette tragédie de la pollution plastique qui va amener à faire disparaître l'espèce animale, l'espèce végétale dans notre monde, sous les mers, sous les océans. Merci. Je reviens à Mathieu. Donc tu avais nommé ton projet Solastalgia et tu as voulu quelque chose de peut-être plus positif. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta démarche, Mathieu? Comment tu en es arrivé à ces photographies qui sont justement parfois très, très optimistes et puis des fois très pessimistes? Je pense que le projet est globalement plutôt sombre quand même. C'est un long processus. Moi, je suis un peu un tâcheron. C'est-à-dire que j'ai beaucoup besoin de me rassurer quand je commence un travail, donc je fais des lectures. J'avais donc cette anxiété-là qui était une matière première, mais évidemment qui n'est pas chez moi exploitable directement parce que je ne suis pas très instinctif dans ma démarche. J'ai besoin d'utiliser ma tête, malheureusement, pour travailler. Et j'ai lu des choses et rencontré des gens. Et un des événements marquants pour moi, ça a été lorsque j'étais en résidence à Toulouse, dans le cadre de la résidence 1+2, et que j'ai rencontré des scientifiques que j'ai interrogés tour à tour pendant une journée dans un laboratoire qui s'appelle Laboratoire Écologie et Biodiversité. Au fond, ce qu'ils me disaient n'était pas très intéressant, parce que je savais déjà, c'est qu'il y a un effondrement de la biodiversité. Par contre, ce qui était extrêmement fort pour moi, c'est que 2 de ces scientifiques ont pleuré pendant les interviews. Parce qu'en fait, ils ont dit « on n'est pas entendu ». Et là, moi, j'ai eu le sentiment qu'en termes de récit et d'imaginaire, l'art avait une place qui était au fond de rendre sensible ce qui est déjà rationnel chez nous. Donc je me suis dit, c'est ça que je vais essayer de faire dans mon projet photographique. Ce qui, pour moi, photographe qui venait de faire un projet très documentaire comme H+, remet aussi en question le langage qui est invoqué. C'est-à-dire que je devais trouver un langage plus personnel, plus intime, plus authentique pour faire passer ce message. Donc j'ai travaillé par strates. J'ai des images, je ne sais pas ce qu'on voit, qui sont maculées de pétrole que j'utilise comme pigment, du pétrole brut pour parler de la contamination des milieux. J'ai beaucoup travaillé avec mes fils, qui médiatisent un regard mélancolique sur notre monde et aussi peut-être parfois une petite touche d'espoir. J'ai travaillé autour de la notion de colère qui m'habite. Et je superpose ces strates dans un travail qui est assez hétérogène, formellement, qui pour moi témoigne aussi de la complexité à lire le monde, la complexité à avoir un discours univoque à propos de ces questions qui sont quasiment insolubles et qui, j'espère, crée une forme poétique qui peut toucher un petit peu et sensibiliser, enfin sensibiliser peut-être pas un bon mot, qui peut toucher à propos de ces questions. Et voilà. Lynn, vous êtes, tu es allé photographier les glaciers du parc du Jotunheimen. C'est un massif montagneux au nord-ouest de la Norvège qui, comme tous les massifs montagneux et glaciaires, subit les impacts du réchauffement climatique et donc il est en train de fondre. Et donc quelle est la proposition que tu nous fais avec tes photographies? Est-ce que c'est juste documentaire ou documenter cette fonte donc, ou plutôt essayer d'immerger le spectateur dans un glacier au sein de ces rocs nus? Est-ce que c'est une plongée dans le chaos? Pourquoi à un moment on passe du noir et blanc à la couleur? Ce projet, c'était la première fois que je faisais un projet que je démarrais sans aucune intention de départ. Donc, j'étais pas partie avec l'idée dans ce voyage de documenter quoi que ce soit. L'idée, c'était de tester, de partir toute seule dans cette montagne et de tester mes limites et de voir jusqu'où j'arrivais à grimper en n'ayant pas de corde d'escalade avec moi. Et donc, c'était difficile parce que j'étais toute seule, j'avais pas de Wi-Fi, j'avais pas de personne avec moi pour me secourir en cas de problème. La météo est très variable. Si un rocher est stable, il est recouvert de petits champignons, de petites mousses, et à ce moment-là, s'il pleut dessus, ça devient glissant. Mais si un rocher n'a pas de petites mousses, ça veut dire qu'il n'est pas stable et qu'il risque de s'écrouler quand on monte dessus. Donc il y avait tout un tas de difficultés comme ça. Et donc, je ne sais même pas pourquoi, j'avais emporté un appareil photo avec moi, un petit appareil photo en plastique avec de la pellicule noir et blanc dedans. Et évidemment, quand j'escalade, je ne peux pas prendre de photos parce qu'il faut être 100% concentré dans ce qu'on fait. Mais quand je faisais des pauses, quand je m'arrêtais pour dormir au bord du glacier, dans ces moments-là, je prenais des photos. Il faut savoir que la photo en noir et blanc, en Norvège, c'est quelque chose qu'on évite de faire parce que c'est très associé à l'identité nationale, la traduction. Donc la question des photos en noir et blanc, c'est que ça fait vraiment partie des représentations qui sont très habituelles de la Norvège. Les montagnes font vraiment partie de notre patrimoine. Et pour moi, c'est ma patrie et toutes ces images en noir et blanc des montagnes ont été très très surexploitées.
Et donc, j'ai fait toutes ces photos. Donc, après mon voyage, je les ai fait développer. Elles sont restées pendant un certain temps sur mon bureau, comme ça, devant moi. Et je me suis dit à un moment qu'il fallait que je leur donne une forme, qu'elles réclamaient qu'on leur donne une forme. Et je me suis dit, bon, je vais prendre soin de ces photos, je vais m'en occuper, comme si vraiment elles réclamaient d'être amenées à la vie, et que moi, je prenais la décision de les accompagner et de prendre soin d'elles. Ça paraît un peu bizarre comme perception, mais c'était vraiment l'impression que j'avais. Et donc j'ai vraiment l'impression que ces photos que j'ai faites, c'est des photos qui sont à la base sans point de vue finalement, et qui sont comme ça, qui n'ont pas de point de vue intrinsèque, mais qui prennent vie, qui sont activées dès le moment où on les regarde. Et moi je propose un point de vue qui est existentiel. Mais en tout cas, c'est vraiment à la personne qui les regarde, au regardant, de proposer sa propre lecture et de proposer ce que signifie pour lui ou elle le passage du noir et blanc à la couleur. On va se déplacer quelques centaines de kilomètres plus à l'ouest de la Norvège pour aller au Groenland, Sandrine. Alors Sandrine, tu es partie toi au Groenland où tu as réalisé ce travail dans la gueule du ciel. Tu as développé un projet autour des Inuits qui vivent dans un espace qui n'est pas sans rappeler celui de l'Inn. Alors, est-ce que tu peux déjà nous parler de ce projet? Et puis finalement, en quoi, dans ton projet, l'être humain, peu à peu, est pris à son propre piège de la destruction, de la déshérence? Je ne sais pas si l'humain est pris à son propre piège. Comment ce projet est arrivé dans mon processus de création? Depuis l'enfance, je lis, je me documente, je regarde tout ce qui sort sur tout ce qui concerne le cercle arctique. Je suis allée en Russie, je suis allée en Alaska, j'ai marché aussi en Norvège dans le Hardanger. Et je connais bien cette instabilité de la roche, qui est quelque chose qui, quand on est montagnard, est très perturbant. C'est l'instabilité globale, c'est l'inquiétude de Mathieu qu'on retrouve là. Et je ne savais pas ce que j'allais trouver au Groenland, bien sûr. Je sais que c'est un roc de granit qui est habité sur son pourtour par quelques humains qu'on appelle des Inuits. Je pouvais pas aller là-bas par l'entremise d'un tour opérateur. Ça me semblait impossible. Il fallait que j'entre par une petite porte. Je sentais de loin une dissonance. C'est-à-dire, je lisais toute cette littérature dont on est très très chargé en France. On a une longue histoire avec les pôles. On a eu Charcot, Paul-Émile Victor, et encore avant Dumont-D'Urville pour l'Antarctique. Enfin bref. Donc tout ça, ça nourrit un imaginaire, mais en fait, quand on arrive là-bas, ça n'a rien à voir. Les gens ne sont plus du tout chasseurs de phoques sur des kayaks en peau de phoque, pas du tout, du tout. Ils sont habillés comme nous. Ils vont au supermarché se nourrir de junk food parce qu'il n'y a que ça. Et c'est un gros choc. Il y a une déshérence qui est insupportable. En fait, je savais ça parce que je suivais un photographe qui s'appelle Pier Giorgio Casotti, un Italien, qui a travaillé plusieurs années, qui continue d'aller travailler avec la jeunesse inuite, qui est frappée plein fouet par le désespoir et l'ennui, et qui se suicide ou qui fait des tentatives de suicide. Donc voilà. Et lui organisait des workshops, et j'ai rejoint un petit groupe de photographes pour essayer de développer un langage visuel et quelque chose qui pourrait raconter, former un ensemble. Et très vite, les images se sont imposées sous la forme verticale. Alors c'est peut-être un peu symbolique, mais la verticalité, c'est la station debout, c'est comment on fait pour résister à tout ce qui peut nous frapper de plein fouet, c'est un peu ça. L'humain contemporain, moderne, enfin, qui a développé le monde occidental dans lequel on vit, a effacé. Alors Baptiste Morisot parle d'une crise de la sensibilité, mais c'est la construction du monde de la consommation et des automatismes et de la rationalisation de tout, de l'explication de tout, nous a complètement coupé
comme tout le monde l'a dit, de ce qui pouvait nous faire qu'on est part et qu'on fonde des alliances avec le non-humain. On n'est plus du tout là-dedans et c'est une très très grave crise qui nous détruit. Alors là, oui, mais c'est le monde de la machine. C'est pas le monde. Il y a encore des petits groupes humains qui sont en harmonie, qui sont peut-être bien cachés. Il y en a encore. Il faudrait essayer de se rapprocher de ça. Alors les artistes sont un peu ces petits groupes humains un peu cachés. Ou pas, parce qu'à partir du moment où on commence à se rapprocher d'eux, justement, peut-être qu'on est porteur de ça aussi, de cette destruction. Oui, alors c'est vrai qu'à partir du moment où on met l'éclairage sur ces petits peuples, il y a quelque chose qui se transforme forcément. Une question qui s'adresse à Sandrine, Lynn et aussi à Mathieu. Dans vos 3 ouvrages, la montagne apparaît, alors de manière plus ou moins différente, immersive chez Lynn, montagne des Inuits, et puis tu as des paysages de montagne, Mathieu. Est-ce que vous pensez tous les 3 que la montagne, finalement, ou ces espaces glaciaires, montagneux, etc., c'est un vrai révélateur de cette destruction du vivant? Est-ce que c'est j'allais dire, oui, c'est l'exemple parfait? Bon, moi j'habite en Suisse, donc la montagne fait aussi partie de l'identité culturelle du pays. Et on est donc attaché affectivement à la montagne pour différentes raisons. Et notre relation à ces milieux-là est peut-être pas exactement la même que celle des touristes qui viennent de l'étranger expérimenter ce territoire. Et puis on a cette espèce de bagage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en Suisse, la montagne, elle est du coup très symptôme. Elle est un symptôme extrêmement manifeste des transformations qui se jouent aujourd'hui. C'est peut-être pas la question du vivant spécifiquement, puisqu'en fait, la montagne, elle est inanimée. Globalement, en tout cas les glaciers, c'est pas là où il y a le plus de vivants. Il y en a un petit peu, mais c'est pas principal. C'est surtout, enfin moi, ce qui m'intéresse aussi à travers ces glaciers, c'est la disparition de quelque chose. Il y a une espèce de mélancolie très forte chez les gens en Suisse à propos de ça. Et on y va. Les gens mettent des lignes chaque année. Et puis on voit qu'il y a 100 mètres, 200 mètres chaque année. Puis on voit les années. Il y a quelque chose d'une forme de grande nostalgie autour de ces glaciers. Donc il y a ça qui est important. Et puis après, il se passe des choses. Il y a des accidents. J'ai fait une photo de mon projet. C'était en février. J'étais à 3500 mètres d'altitude. Et il faisait tellement chaud que la neige fondait. Et donc elle est miroitante. Donc évidemment, vous ne savez pas dans la photo que je l'ai faite en hiver. Mais cette montagne qui miroite, pour moi à ce moment-là, c'était évidemment un signe très fort du réchauffement. Donc ce projet que j'ai fait, Vivant, il n'a pas de lieu défini. Je l'ai fait là où j'étais, quand j'y étais. Je n'ai jamais fait un voyage spécifique pour ce projet, mais si j'avais une exposition à l'étranger, je faisais des photos pour ce projet. Donc la plupart des photos, puisque j'habite en Suisse, sont faites en Suisse. Et la montagne était un territoire privilégié pour faire ce projet. Mais je ne me suis pas focalisé en particulier sur la montagne comme un sujet. J'y étais, et donc j'ai fait des images. Oui, le mot que je cherchais, c'est emblématique, en fait. Est-ce que les territoires montagneux glaciaires sont emblématiques de cette destruction ? Lynn ? Les montagnes, de toute façon, ont toujours représenté quelque chose pour nous, ont toujours eu cette charge de représentation. C'est un lieu qui est à la fois fascinant et tentant, et un lieu qui est chargé de danger, un endroit qu'on ne peut pas maîtriser, qui est hors de notre contrôle. Le problème, c'est que les montagnes, aujourd'hui, sont commercialisées, deviennent des lieux commercialisés. En Norvège, par exemple, tout le monde a envie de revenir à la nature, tout le monde a envie d'avoir une relation plus authentique à la nature, et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui, d'un seul coup, qui arrivent tous en même temps dans le même endroit, et que ça a des effets, ça détruit la vie. Il y a des tonnes de gens qui passent sur le même sentier, des gens qui soulèvent des pierres sous lesquelles il y a des toutes petites formes de vie qui existent, et cette habitude qu'ont pris les gens en Norvège et ailleurs dans le monde de faire des empilements de pierres comme ça, et ça fait des gros dégâts dans le système vivant. Évidemment, il y a le problème plus gros lié au fait que tous ces glaciers, en fait, le permafrost, c'est ça qui permet aux montagnes de tenir et qui tient les rochers, les roches soudées entre elles, et que quand ça va fondre, tout risque de se déliter, et ça c'est un vrai danger aussi si on ne réagit pas. Pendant longtemps, la montagne, c'est vraiment, dans plein de peuples, la montagne c'est le lieu des esprits. On ne va pas dans la montagne. À partir du moment où on a commencé à
importer, à avoir des activités touristiques liées à la montagne. Il y a, moi je suis là-dedans, hein, j'en fais partie. J'aime accomplir cet effort, c'est un exploit personnel. J'aime passer 15 heures, j'aimais, à demander, allez voilà, on va aller là aujourd'hui, on va aller là, et même là, en fait, on voit même pas où c'est, parce que c'est après ce col, encore après ce col, encore après ce col, et c'est jamais fini. Et cette idée de l'ascension, toujours, je pense, et c'est pas un hasard, j'invente rien, j'enfonce une porte ouverte, c'est lié à une forme de spiritualité. Et qu'est-ce que ça représente finalement dans notre inconscient de voir sous nos yeux ce lieu où peut-être sont encore les dieux s'effondrer. Qu'est-ce que ça fait ? Et c'est un peu là que j'essaye de chercher. Moi, je ne sais pas, j'ai pas de réponse non plus. C'est là-dedans que j'essaye de creuser qu'est-ce que ça me fait, bien sûr. Et comment je peux raconter ça après dans un texte qu'il est une forme poétique ou un peu moins. Justement, la transition est merveilleuse. Est-ce que tu peux nous lire un de ces textes poétiques, s'il te plaît ? Quand je pense au Groenland, je pense à cet endroit, à ce moment-là. Alors, on a choisi un extrait de La Confession d'un passe-muraille. J'ai besoin de plonger quelque part, de faire des mouvements que mon corps connaît pour me maintenir en surface dans un autre élément que celui de la pensée. Seul, dans l'air exact des montagnes, sous leur édredon de silence narcotique, chassant ma nostalgie sans me presser, comme un pourvoyeur voudrait se faire attendre, je pars. On respire mieux quand on ne se met pas à l'abri. Totalement libre de mener mon existence pendant les 20 prochaines heures, en tout point libre, bulletin météo lisse, sans téléphone, sans GPS, sans flingue, sans filet, rien à conquérir, rien à vaincre, rien à abattre, ni ours, ni kilomètres, juste respirer. Et suspendre l'éventualité du retour à la résignation des pics alentour. Je vais tenter de me rapailler avec pour seul soutien la constance des jambes et un thorax sur batterie atomique. Énergie, du grec, force en action. Poésie, du grec, action de créer. La montagne refonde mon articulation. L'élan du corps est de vouloir monter, falaise et calotte glaciaire pour limite. Sautiller dans cette vallée dont l'œil du lac, calme, émaillé, avale le délabrement dément des versants. Tout au bout, 1, 2, 3 exutoires du plus vaste glacier de notre hémisphère se présentent. Reconnaître la coulée du milieu, exutoire de glace, exutoire d'eau, exutoire de rochers. Un ski de l'hiver dernier fanfaronne entre les dominos abandonnés. Le paysage s'écoule sous mon poids et m'éloigne du col que j'aurais déjà dû franchir. Je pédale dans l'arène à toute vitesse pour gagner sur la gravité. Quelque chose soupire derrière les paupières délavées des vieux blocs qui frémissent à ma prise, prêts à basculer, et qui ne défient plus rien du tout. C'est pourquoi je passe. Je peux passer parce que les rochers aussi se sont soumis et rampent vers le niveau zéro de notre univers. Passant enfin le col, le ciel s'est voilé. On pourrait croire que si le vent se levait, il ferait ondoyer les écharpes de neige dans un relâchement d'adieu aux falaises, vers le lac, qui se jette dans le lac, qui se jette dans le lac, lentement chaloupé entre les rochers de la taille d'une maison. Premier étage à gauche, deuxième à droite, cave et grenier droit devant. Le glacier en suspens émerge à peine d'un bleu qui pâlit sans s'assombrir. Il crache partout une eau si claire qu'on y plonge le pied, faute de l'avoir vu. Penser grand, marcher petit. Je répète, sans voix, haute à moi seule. Et c'est comme piloter à distance que mes cellules récupèrent les morceaux d'un tout intransportable, à l'arrêt, enfin, en altitude. Avant de chuter vers l'autre face de l'île, sur ce balcon reculé du monde, en réparation, lui aussi. Je pense qu'on peut l'applaudir. Véronique, donc on sait que l'activité humaine, tu l'as très bien montré tout à l'heure, impacte le vivant et puis finalement c'est en train de se retourner contre nous. Les particules proposent une taxinomie assez étrange avec ces
ces corps recréés mais en plastique, et c'est même très angoissant. Mais c'est aussi très esthétique. Est-ce que le passage par l'esthétisme, finalement, va faciliter la compréhension auprès du public de cette destruction, de ces dangers, de cette réalité qui est assez dramatique, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas un danger à l'esthétisme ? Donc je te pose la question, et puis je la pose aussi à Mathieu ensuite, puisque tu dégrades tes images au pétrole et qu'on arrive à quelque chose de très esthétique. Alors Véronique. Alors moi j'ai deux voix, parce que je suis Véronique, éditrice, et puis il y a Manon Langouer, l'artiste. De mon côté, moi je crois qu'il y a plusieurs canaux pour faire passer des messages, et que l'esthétisme, la laideur peut, à leur façon, parler à différents publics de différentes manières. Manon, elle choisit l'esthétisme parce que elle n'aime pas l'image choc. Voilà. Elle trouve que ça fait appel à trop d'immédiateté, ça peut être parfois même tétanisant, et on peut même se dire, en fait, à quoi ça sert, c'est trop tard. Terminé. On voit les images d'oiseaux, le ventre ouvert avec des morceaux de plastique dans le ventre. On peut se dire, voilà, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Elle fait appel aux sensibles. Mathieu t'en parlait aussi. Elle fait appel aux sensibles à travers cette esthétique, à travers le beau. Elle a utilisé elle fait référence aux herbiers de Anna Atkins, et elle utilise ce cyanotype qui rappelle le bleu de la mer. Et en dessous, on voit en légende le nom latin, et puis en dessous la matière plastique qu'elle a utilisée pour recomposer ces planctons. Et le livre, si vous ne l'avez pas vu, se présente comme une sorte d'herbier avec des cahiers détachables et perforés. Et donc c'est pour elle une manière de faire appel aussi à l'imaginaire, de pouvoir aussi permettre aux regardeurs juste de s'imprégner, de s'avancer, de pas être tout de suite dans l'immédiat, de comprendre mais qu'est-ce que c'est joli, et puis d'un seul coup on imagine tiens oui c'est une matière plastique, et qu'est-ce que c'est, à des touillettes de café. Et ça, c'est des pailles en plastique. Et en fait, c'est tous ces éléments plastiques qu'on retrouve donc au fond des océans et qui polluent la mer. Et il y a tout ce travail ensuite, un peu didactique, qu'on retrouve dans l'index. On recomposait vraiment à l'identique ces planctons. Et on va voir en index que signifient ces planctons, à quoi ils servent, et ces matières plastiques, qu'est-ce qu'elles ont causé en fait sous les mers. Voilà, donc c'est une autre manière de faire passer un message. Mathieu, la question de l'esthétisme. Moi je dirais l'ambivalence de la séduction. C'est-à-dire que quand je fais ces images au pétrole, je savais pas a priori que ça allait être séduisant. Ensuite j'ai un peu poussé de ce côté-là effectivement. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, c'est vrai que j'ai quand même toujours été convaincu qu'une des façons d'entrer en relation avec des gens quand on fabrique des images, c'est la forme. Que ce soit la répulsion ou le beau ou tout ce qu'on veut, on peut mettre les mots qu'on veut, les catégories qu'on choisit. Il se trouve que mes compétences me poussent, c'est mon problème avec le contrôle, au juste ordonnancement des choses. Ça, c'est le postulat de départ. C'est difficile de lutter contre ça, même si j'essaye. Ensuite, pour moi, ce qui est super intéressant, c'est que je ne suis pas étranger au problème dont je parle. Je ne suis pas un prédicateur qui vient donner la bonne parole, et je suis parti du problème dont je parle. Cette ambivalence, elle est là. Quand on parle du CO2, je produis du CO2, je suis parti du problème. Il y a quelque chose de fascinant et de séduisant dans tout ce que la rationalité humaine a pu produire, mais malheureusement, tout ça est en train de détruire notre planète. Et c'est très complexe, c'est pas simple, j'ai pas de réponse à ça. Et c'est aussi parfois, malheureusement, très beau. Et donc, moi, je pense que c'est là aussi qu'il y a toute une complexité qui peut s'organiser, qui n'est pas forcément réjouissante parce qu'elle ne donne pas de réponse toute faite. Mais moi, j'ai besoin de ça aussi. J'ai besoin que le projet ne vienne pas asséner des vérités, parce que j'en ai pas. Et j'aimerais bien en avoir, ça me rassurerait beaucoup. Donc cette ambivalence-là de la séduction, pour moi, elle est très importante. Je m'adresse à Véronique et à Mathieu. Est-ce que le beau, finalement, c'est pas une question aussi d'adoucir un peu les choses et pour les accepter plus facilement? Ça peut être répulsif, effectivement, quand c'est laid. Donc c'est juste... oui, ça fait appel aux sensibles. Je pense à d'autres travaux sur... nous, on a édité, par exemple... Pardon, je change juste un tout petit peu de sujet pour donner un exemple, mais on a fait les femmes sur les féminicides avec Camille Kirby. Voilà, le livre Faire face, par exemple, au lieu d'avoir des images chocs de femmes tuées ou violentées avec des bleus sur le visage,
en fait, on voit juste des objets du quotidien qui ont servi en fait à tuer ces femmes. Donc c'est un objet du quotidien sur un fond bleu. À côté, le nom des femmes qui sont mortes par cet objet du quotidien, un fer à repasser, un sac plastique, un ampli. Et ben voilà. Pour moi, tout de suite, ça fait un effet direct. Plus qu'une femme, malheureusement, hein, c'est dur à dire, mais une femme qui a un bleu sur le visage. Donc, Lynn, vous avez publié un livre qui s'appelle Faute Noteur. Le photographe John Benjamin Taleras a photographié la périphérie urbaine de Oslo. Ces extensions de ville qu'on connaît toutes et tous, hein, où la ville prend la place des espaces naturels. Hein, c'est toutes ces zones pavillonnaires, artisanales, etc. Et dans les images de John Taleras, paradoxalement, la nature est très très présente. Est-ce que vous pensez que ces espaces sont systématiquement forcément en conflit ou qu'il peut y avoir une relation entre les deux? Et je pose la question à Lynn et à Sandrine, parce que dans ton travail, Sandrine aussi, il y a une interaction homme-nature. Le problème principal sur ce projet, c'est de réfléchir à la manière dont les corps humains sont expulsés du périmètre de la ville et comment, avec toutes ces nouvelles zones périphériques qui sont construites, avec tous les immeubles des entreprises, les immeubles, les constructions privées, à chaque fois l'objectif, on construit pour tenir à distance, pour empêcher les corps humains de passer et pour les tenir à distance. On construit des bancs sur lesquels des personnes sans logis ne peuvent pas s'allonger pour dormir. Il s'agit de contrôler les corps humains et de les maintenir à distance. Et de même, la nature, finalement, ici, elle illustre un peu ce qu'on fait aussi au corps humain, c'est-à-dire que la nature qui subsiste autour des vieux bâtiments, qui est là à l'état organique, dès qu'on reconstruit et qu'on restructure, on replante des plantes qui vont être très organisées, très structurées. Et donc les corps sont incapables d'évoluer de manière organique et la nature, elle non plus, n'a plus le droit d'évoluer, de se faufiler, de s'entrelacer avec les choses de manière organique. Même si aujourd'hui on voit quand même apparaître des nouvelles manières de faire, des nouvelles approches vis-à-vis des végétaux. On essaye de planter des arbres, de plus en plus d'arbres, des jardins sur des toits. Voilà. Donc on voit quand même des changements sur le rapport entre la ville et la nature que je trouve plutôt positif. Mathieu ? Moi, je voulais réagir à ce mot de nature qu'on utilise beaucoup. Parce que moi, quand je vois ces photographies, je vois que de la culture, en tout cas par rapport au code qu'on produit, où le vivant est réduit à sa fonction ornementale, et donc n'est pas vraiment du vivant. Et ça fait longtemps, moi je ne suis pas interocien ni universitaire, mais depuis Philippe Descola que le dualisme nature-culture est critiqué. Et je repense à cette phrase qu'on a beaucoup vue dans des ZAD, que Alain Damasio a repris dans Les Furtifs notamment, qui dit « Nous sommes la nature qui se défend », qui réinclut l'humain dans le mot « nature ». Et en fait, moi je pense qu'un des vrais problèmes, c'est qu'on s'exclut de la nature. Et que une des vrais questionnements épistémologiques aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait, quelle stratégie on met en œuvre pour réappartenir à nos milieux. Et c'est pour ça que j'aime bien le mot de milieu, parce qu'en fait, il y a des endroits, des milieux dans lesquels on évolue, et on doit se réintégrer d'une certaine façon là-dedans, avec des autres formes de vivants et non-vivants aussi. Voilà, j'avais envie de réagir à ça. Merci. Oui, c'est très intéressant. Alors moi, j'ai mis en place depuis l'année dernière une aventure qui n'est pas très très sportive, mais qui est vraiment qui soulève cette problématique. Alors j'ai pas encore vraiment écrit dessus, donc c'est comme si j'avais pas vraiment réfléchi dessus parce que je suis plus instinctive. Je fais les choses, je sais pas trop pourquoi, et après je vais voir pourquoi. Et en fait, c'était le premier hiver, c'était l'hiver janvier-février 2023. J'ai fait le tour du mont Lozère en dormant sans tente, sans feu, en plein hiver, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est le sens de l'évolution de la Terre dans le cosmos. Voilà. Et cet hiver, j'ai fait la même chose autour de chez moi. Donc dans un cercle de 600 mètres, donc vraiment très près de chez moi. J'ai dormi dehors. Je vous dis un secret, un peu chez des gens parfois. Mais pour dire que alors c'est une toute petite ville de 8000 habitants, avec une partie encore sauvage, entre guillemets, et une partie urbanisée qui s'étend, comme partout. Et là, dans cette partie urbanisée qui s'étend, ça passe. Genre, on peut
trouver des corridors de vie. Je les ai cherchés, je les ai trouvés. Et là où dans la ville tout est minéral, tout est construit, les seuls endroits qui soient habitables sont les endroits qui sont pris par les gens, les sans-abri. Et ça va être un grand parking où il y a des franges végétales. Et là, ils peuvent se glisser. Ils sont là. L'organique, le milieu, il y a une dynamique. Et moi, je m'intéresse aussi beaucoup aux plantes. Avant, j'étais architecte paysagiste et encore avant, jardinière. Donc voilà, je m'intéresse encore beaucoup aux plantes. Et les plantes émergent partout. Elles sont partout. Et celle-là, elle est comestible. Celle-là, on peut s'en servir pour faire de la corde. Enfin... Je veux dire, le vivant, il est partout. Et tu disais qu'on s'écarte du vivant, mais il y a un manque de connaissances. Ça prend du temps, mais pour moi, c'est important de nommer les choses. Pour moi, c'est important de savoir comment s'appelle cette plante, comment elle vit, comment on dit en latin, parce qu'on peut communiquer avec les autres dans une autre langue. On peut dire, voilà... le nom de la plante, voilà, on parle la même chose, c'est la même image qui apparaît dans la tête de la personne quand on la nomme. Et voilà, je suis partie sur une autre piste, mais c'est vraiment ces histoires de différence entre nature, milieu et même notre porosité à ces milieux, elle est vraiment, c'est ça qu'il faut chercher. Alors, ça fait peur, on me dit tout le temps, mais t'as pas peur? Oui, si, bien sûr, j'ai peur. J'ai tout le temps peur. Mais c'est la peur qui me motive. Et c'est ça qui me donne envie d'aller encore plus loin et de m'approcher plutôt que de fuir et de m'écarter. Voilà. Mais je crois que ce qui relie aussi vos 4 travaux, c'est ou le travail que tu publies, Véronique, c'est la peur. C'est-à-dire que c'est Solastalgia au départ, et puis on dépasse cette peur. Et justement, je vais m'adresser à Véronique, mais je voudrais bien l'avis des 3 autres aussi. On fait ce distinguo entre le vivant humain et le vivant non humain. Mais ce vivant non humain, il nous préexiste, et puis il existera après nous, très certainement. Enfin, il suffit de prendre l'exemple de l'arbre, voilà. Nous, c'est 80 ans, un chêne, c'est 500. Véronique, est-ce qu'on n'a pas une vision un peu trop anthropocentrée de tout ça? Est-ce que finalement, on ne devrait pas se détacher de cette vision qui est très humaine? Tu veux dire? Je veux dire qu'on regarde ça par un prisme uniquement humain, assez souvent, et qu'on oublie que le vivant, c'est pas les humains, en fait. Enfin, c'est pas que les humains, et c'est surtout pas beaucoup les humains. On n'est pas grand-chose, finalement. On regarde des millions d'arbres, de milliards d'arbres, de tous les autres êtres vivants, et en fait on pense à nous beaucoup, mais pas trop au reste. C'est plus clair? Alors je sais pas, peut-être que quelqu'un peut répondre. Moi alors moi je ne suis pas, c'est pas non plus, voilà, je ne suis pas dans ces sujets très experte, mais en tout cas dans la question, pour moi, je sais pas. En même temps, on a le regard de l'humain puisqu'on parle de travaux humains. Ensuite, moi si on va un peu plus loin dans ces cas-là, effectivement, moi je me suis beaucoup intéressée aux aborigènes d'Australie, par exemple. Voilà. Bon, et ben les aborigènes, c'est clair que eux, la nature domine, et eux, ils se mettent au service de la nature. On est effectivement, et quand on voit les images dans les villes des arbres, c'est l'humain effectivement qui domine par rapport à la nature. Pour moi, les aborigènes est un excellent exemple du respect de la nature et de ce qui a été pendant des centaines, énormément de siècles. Aujourd'hui, forcément, l'homme domine. Après, sur les travaux photographiques, forcément, c'est le regard humain. Comme on a le regard de femmes ou le regard de gens concernés. Donc on a forcément un regard humain sur ces travaux-là. Et puis vous avez l'expérience, enfin, si je comprends bien, vous êtes aussi des montagnardes, des escaladeuses pour certaines. Et il y a cette expérience aussi forcément du regard. Oui, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans le travail de Sandrine, c'est-à-dire que l'humain est très souvent tout petit dans tes images. Et justement, est-ce que ce regard, ou ce que tu as fait avec les aborigènes, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas commencer à décaler un peu nos regards? Moi, c'est le premier ouvrage dans lequel apparaît la figure humaine. Alors, elle est encore toute petite. C'est compliqué aussi quand même, parce que le monde il existe parce que je le vois. Hein. Si je disparais, pour moi le monde il n'existe plus. Donc cette vision anthropocentrée, c'est quand même aussi un postulat de départ. Et donc on peut essayer de la penser différemment, mais on n'y échappe quand même pas. Je pense pas qu'on puisse y échapper. C'est quand même donc je sais pas si c'est la question au fond. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on n'échappe pas complètement à cette question-là.
Ça veut pas dire qu'on peut pas changer notre façon d'interagir avec des regards différents. C'est peut-être ça la question, c'est-à-dire on peut pas y échapper, et tu l'as très bien dit Véronique, comment est-ce qu'on peut le penser autrement ? Bon, tu citais Baptiste Morisot tout à l'heure, c'est beaucoup, je pense, que l'expérience physique et sensible du monde en fait. Et je pense que c'est vraiment un des trucs qui marche très bien, c'est de l'ordre de l'impensé d'une certaine façon, c'est de l'ordre de la pratique, de la façon d'être au monde. Et c'est de la transmission. Je pense aussi effectivement connaître différemment. Il y a souvent Descartes qui est cité dans les bouquins d'écologie, cette phrase qui dit « Nous devons devenir maîtres et possesseurs de la nature ». C'est venir casser en fait cette relation-là ou la changer, etc. Évidemment, oui. Mais je pense qu'on ne peut être que humain, qu'on n'a pas d'autres possibilités. Donc la question s'arrête à ça. Mais je pense que si on arrivait à regarder les choses du monde vivant comme des sujets plutôt que comme des objets, ce serait déjà un bon point de départ. Moi, personnellement, ce qui me fait le plus peur, c'est que on ne peut pas regretter quelque chose qu'on n'a jamais connu. Or, la plupart des gens, nous, dans ce panel, on n'est pas très typique de la majorité de la population. On a la possibilité de s'immerger dans le monde du vivant, mais il y a beaucoup de gens, la majorité des gens grandissent sans avoir la moindre notion, la moindre perception de toutes ces questions-là. Donc, comment est-ce que ça pourrait leur venir à l'idée de protéger le monde du vivant ? Vas-y Véronique, oui. Tu disais tout à l'heure justement que c'était important de nommer les plantes pour savoir, pour connaître, pour se parler, pour comprendre le même langage. Et je trouve que ça, c'est vraiment c'est un peu notre rôle en fait. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le considère en tant qu'éditeur. Et Manon en est un très bon exemple. C'est très didactique, pédagogique, ludique, et on espère en tout cas ce que ça peut apporter aussi un peu d'une compréhension. Moi-même, je connaissais rien au plancton, évidemment, avant que Manon présente son projet, et je trouve ça, c'est une autre manière aussi de transmettre ces messages-là. Mais il faut que ce soit didactique, il faut que ce soit utile, il faut que ce soit assez simple aussi, mais ça peut être beau et parlant. Donc de la didactique. Mathieu, dans ton travail, il y a des images que moi je trouve militantes, des oiseaux emmaillotés dans des filets. Tu nous expliqueras peut-être un peu cette image, des banques fracassées. Véronique, le travail de Manon que tu as publié, et puis tes autres travaux sont très militants, Sandrine aussi. Est-ce que la photographie, alors j'aime pas ce mot, mais écologiste, mais le mot me convient pas trop, doit être plus militante encore ? Je m'adresse à vous tous. Prends la parole qui veut. C'est marrant parce qu'on a eu cette conversation récemment donc avec Manon. J'ai dit mais tu te définis comment en fait comme artiste, parce que je sais pas, t'es une artiste, t'es documentaire, enfin bref. Et puis elle me dit non, moi je suis une artiste militante, et je le dis. Et ça fait que depuis quelques mois en fait, alors qu'elle est dans ces questions, comme je vous disais au début, elle est concernée depuis longtemps, et elle considère que c'est un travail militantiste. Et voilà. Donc après, est-ce que ça doit être militant ? Il y a différentes formes, à mon avis, il y a différentes nuances. Moi-même, je me considère pas comme militante, mais engagée. Voilà. Après, on peut jouer sur les termes. C'est quoi la différence ? Je suis pas activiste, en tout cas. Mais j'essaye avec justement cette maison d'édition, de pouvoir, avec ces travaux-là engagés, transmettre des messages, des choses sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et dans le cas de Manon, pour le coup, aujourd'hui, on peut parler de militantisme pour elle. Mathieu, tu es militant ? Moi, je dirais plutôt engagé que militant. Parce que j'ai des fois l'impression que le militantisme, et je joue un peu sur les mots, est plus univoque. Et surtout, c'est la question de la fonction de l'art, c'est-à-dire que j'ai l'impression que si on veut transmettre un message, si je suis trop contraignant dans ma forme, j'ai peur de rebuter les gens qui ne sont pas déjà convaincus par le message que j'aimerais formuler. Or, pour moi, un des gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'au fond, on communique qu'entre soi. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire passer le message aux personnes auxquelles on aimerait vraiment parler. Et donc pour moi, je pense qu'il y a vraiment un apprentissage dans lequel je suis encore complètement en échec, de ce point de vue-là, à parler de façon peut-être plus universelle, à réussir à reparler, que ce soit en politique en France, ou quand on parle d'écologie, à ces gens qui n'adoptent pas les mêmes formes de discours que nous. Voilà. Donc j'aime bien cette idée de pas être de laisser des portes ouvertes qui laissent une marge de manœuvre interprétative aux gens et leur permettent de s'approprier la thématique. Donc c'est peut-être aussi plus vicieux du point de vue de la méthode. Oui, moi engagée clairement, militante, je sais pas, mais finalement,
aujourd'hui, là, enfin avant dimanche, je pense que oui. En fait, toute ma vie, finalement, trace un chemin dans une certaine direction. Le militant, il cherche aussi à convaincre, il a la vérité, il détient la vérité. Je ne sais pas si j'ai la vérité, mais c'est vrai que là, je m'y accroche à mon chemin et je vais le défendre, quoi qu'il arrive. Bref, je voulais dire qu'en tant qu'artiste, j'évolue à la fois dans le monde des poètes et dans le monde des photographes. Et le monde des poètes, c'est encore une plus petite niche. Et je peux vous garantir qu'il y a encore moins de monde que ça dans les salles quand on fait des lectures. C'est même un peu plus âgé, je dirais. Bref, c'est difficile, mais on a la chance d'avoir des systèmes qui nous permettent de rentrer en résidence ou de faire des actions auprès de publics qui n'ont pas accès à la poésie, notamment. Enfin, moi, c'est plutôt au niveau de la poésie. Ça m'est arrivé qu'une fois encore de faire un atelier avec une classe autour de la photographie. C'était une super expérience. On a fabriqué un livre. On est allé jusqu'à la fin, jusqu'au bout. On s'est promené, on a écrit, on a photographié, on a fabriqué un livre. Et là, il se passe des choses. Ok, c'est le cadre scolaire. On autorise les enfants à un peu s'amuser encore. Mais on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas qui va recevoir ce qu'on a apporté et comment ça va infuser en eux et qu'est-ce que ça va donner comme adulte après. Mais c'est très important, on a encore la chance de pouvoir exister à ce niveau-là, quoi. Éline, engagement, militantisme? Oui, c'est difficile, je pense, pour moi de me considérer comme militante. Je pense que l'art n'est pas obligé de faire quelque chose, de produire un effet. Et je pense que souvent, la photo essaye de faire trop de choses. Moi, en tant qu'être humain, en tant que penseuse, en tant que participante au monde, j'essaye de faire le plus de choses possible, mais je pense que l'art devrait être libéré de toute obligation. Oui, je pense que la photographie, elle est très vivante et qu'elle a une vie qui lui est propre et qu'on ferait mieux la laisser tranquille et la laisser vivre sa vie tranquillement. Je pense qu'il faut admettre qu'on est pris dans un système capitaliste et qu'il y a quelque chose d'un peu hypocrite de croire que le monde de l'art serait extérieur à ce capitalisme et que si on n'était pas dans ce système-là, on ne serait pas tous réunis ici, on n'aurait pas tous pris l'avion pour venir discuter de ça, on ne serait pas en train de fabriquer et de commercialiser des livres. Je pense que tant qu'on n'aura pas réorganisé la manière dont on vit et dont on travaille, notamment en travaillant de manière plus locale, c'est pas grave. Enfin, ce qu'on fera à travers notre photo n'a pas tellement d'importance et que les choses qui ont un vrai impact, elles se font ailleurs. Pour rebondir sur ce que vient de dire Lynn, est-ce que vous pensez toutes les trois, qu'il y a quand même des solutions ou pas? C'est la plus dure pour la fin. Non, non, plus sérieusement, est-ce que l'art pourrait être une solution possible? En tout cas, je pense qu'on est tous là pour dire oui, en fait. Effectivement, on est là, c'est ça c'est notre moteur, en fait, c'est notre, c'est en tout cas, je parle pour moi évidemment, mais en tant qu'éditrice, c'est vraiment ça qui nous motive avec Vincent, c'est de se dire il y a des solutions, il y a de l'espoir en fait, il n'y a pas que tout n'est pas noir et on peut faire changer les choses, on peut faire prendre conscience de choses avec différents supports, différents formats, différentes formes, c'est possible. Donc et l'art est clairement et la culture en général d'ailleurs, ça j'en suis convaincue, est clairement un super outil pour ça, un médiateur extraordinaire. Voilà, donc oui. On ne sait rien s'il y a des solutions. Je ne sais pas si j'agis parce que je sens qu'il y a une solution ou que je vais trouver une solution. J'agis parce que c'est comme, je sais pas, comme la fleur qui s'ouvre avec le soleil. Je peux pas faire autre chose. Je peux pas faire autrement. Il y a un poète qui s'appelle Thierry Metz qui a dit la poésie, c'est être la voix qui s'intercale entre l'eau et la feuille. Moi, j'ai envie d'être cette voix. J'ai envie d'être juste là, entre l'eau et la feuille. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça vous dit. Mais moi, ça me parle. Ça me fait. Je suis la petite cellule qui s'agite là. Je suis bien dans cette idée-là. Lynn, quelque chose à rajouter pour conclure?
Oui, je suis désolée, j'ai été un petit peu brutale dans ma dernière intervention, mais évidemment, j'aime l'art et je suis vraiment convaincue que l'art, c'est peut-être le seul endroit qui nous est disponible où on peut apporter des nouvelles perspectives, on peut voir les choses de manière différente. Mais je pense aussi personnellement qu'il faut un peu laisser l'art vivre sa vie de son côté, plutôt que de le forcer à parler de certaines choses. Et je pense que, en tout cas, l'espoir, je pense qu'il y a de l'espoir, mais je pense que c'est très important de comprendre que nous faisons partie d'un système et que ce système est problématique et doit être transformé. Toujours pas de questions? Ah, une question. On vous écoute. Je disais, dans la société actuelle, à beaucoup d'endroits, des gens se demandent quelle est leur part de responsabilité dans la situation, notamment sur la question de l'écologie qu'on vient d'aborder. Ma question est simple. Est-ce qu'il y a chez les artistes, photographes, poètes ou autres, un lieu collectif où cette responsabilité est débattue, elle est mise en question? Est-ce qu'il y a un lieu où on pourrait par exemple poser la question aux artistes, quelle est votre part de responsabilité dans la situation actuelle? Moi, personnellement, j'en sais rien du tout. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus... moi, enfin, je ne sais pas, c'est la personne qui se sent responsable. Moi, dès que je me sens responsable, j'agis. Je cherche à changer un réflexe, une attitude, ou alors si je sais pourquoi je ne le fais pas. Je sais pourquoi je dois prendre l'avion pour aller à tel endroit et pas y aller à pied. Je l'ai fait d'aller à pied à un salon du livre, mais bon, ça m'a coûté beaucoup. Voilà, mais voilà, c'est ça. Enfin, le lieu, il est là, en fait. Je ne sais pas. Le collectif, je ne sais pas, en fait. Oui, je pense que ça se place vraiment au niveau de l'individu, plutôt que, enfin voilà, derrière chaque artiste, il y a un individu et encore une fois, j'ai l'impression de faire le porte-parole de Manon. Elle, par exemple, elle y a été progressivement en tant qu'individu à complètement supprimer le plastique chez elle. C'est pas évident. Hein. Si j'essaie, ça met du temps. Ça met du temps, elle a mis beaucoup d'années pour tout supprimer, mais elle y est arrivée et aujourd'hui elle arrive à vivre comme ça. Donc ça, c'est son engagement. Enfin voilà, c'est en tant qu'individu et évidemment après parce qu'elle est complètement, bon, pour le coup militante à travers ses projets. Après moi, voilà. En tant qu'individu, il y a d'autres. C'est à chacun en fait de prendre cette responsabilité-là et de se dire effectivement, est-ce que je vais prendre l'avion ou même nous en tant qu'éditeur, le livre, hein, c'est quand même un problème, hein, c'est une vraie question. Ça c'est clair, hein. Sur le papier et tout, avec France Photobook, on y réfléchit, il n'y a pas encore vraiment beaucoup de solutions sur les impressions, les photographes, enfin bref, toutes ces questions-là, en fait, c'est surtout sur ces questions-là qu'on essaye d'avancer ensemble, hein, plutôt que voilà, c'est sur les échanges de la technique, du process, et c'est très lent, malheureusement. Oui, je crois que je pense que quand on est des artistes, on n'est pas différent de qui que ce soit et on est affecté par les choses individuellement exactement de la même manière. Je pense qu'on est tous, on subit tous cette espèce de dissonance cognitive qui fait qu'on sait qu'il y a toute cette urgence climatique, mais que c'est très douloureux d'effectuer des changements. Moi-même, j'ai tendance à me féliciter de mes bonnes pratiques en matière de consommation. Mais c'est peut-être juste parce que j'ai pas beaucoup d'argent et que si j'en avais plus, j'achèterais plus de choses. J'ai conscience que c'est très difficile de réduire nos pratiques, de réduire le niveau de notre confort et de notre consommation, alors que ça devrait être tout simple. En Norvège, par exemple, on sait que si on revenait au même niveau de consommation qu'on avait dans les années 1990, on résoudrait beaucoup de problèmes au niveau environnemental. Et dans les années 90, moi je sortais du lycée, j'avais pas l'impression de manquer de quoi que ce soit. Donc toutes ces choses-là, on les sait, et je pense que ça tient à la nature de l'être humain de vivre dans le moment présent. Il faut qu'on apprenne à penser à l'avenir et à inclure cette période future dans notre manière de penser, de pas juste penser à avoir chaud et à être confortable maintenant, mais à penser à ce qui va se passer un petit peu plus tard. Mais bon, c'est quelque chose qui demande de l'entraînement. On s'entraîne à le faire et c'est quelque chose qui se passe au niveau individuel mais que nous devons faire tous ensemble. Ce sera le mot de la fin. Tous ensemble.
Merci au public d'être venu. Juste avant que vous nous quittiez, il y a aussi un cycle de discussion au collège Saint-Charles, là où il y a une partie de la Book Fair, l'autre partie de la Book Fair. J'aurai le plaisir de vous y retrouver à 16h où je vais discuter avec Alice Palot et Patrice Dion autour des algues, des plantes et encore d'écologie. Mais voilà. Merci à vous toutes et vous tous d'être venus. Et puis vous pouvez retourner à la chaleur. Ici, on était bien. Bonne journée.